journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Vendre une bonne image de la République démocratique du Congo, question de faire appel aux investisseurs, tel a été l'essentiel du discours du chef de l'État à l'Expo Dubaï aux Émirats Arabes Unis, peu avant de rejoindre la Jordanie. Et puis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a lancé au cours de cette semaine finissante l'opération de l'éclairage public de la capitale RD congolaise, principalement sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Njili. Enfin, la journée internationale de la poésie a été célébrée tout au long de cette semaine, occasion pour le poète de la République démocratique du Congo de démontrer que chacun d'entre nous a l'esprit poétique en lui. Debout congolais, notre hymne national joué avec maestria à l'Expo Dubaï 2020, une première historique qui valait le déplacement. Les Émirats Arabes Unis ont mis le petit plat dans le grand pour célébrer cette journée dédiée à la République démocratique du Congo. En présence du président de la République, de la distinguée première dame, de plusieurs ministres et des personnalités triées sur le volet, le représentant de l'émir de Dubaï, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et le président de la commission de l'Expo Dubaï 2020, a vanté le partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté au monde les principales opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, un pays solution à tout point de vue. La République démocratique du Congo est honorée d'avoir participé à l'Expo Dubaï 2020 et d'y avoir présenté ses immenses potentialités aussi bien humaines, culturelles, naturelles qu'économiques aux visiteurs venus des 4 coins du monde pour découvrir son patrimoine matériel et immatériel à l'occasion de ce grand rendez-vous mondial. Pour cette journée nationale, le pavillon de la République démocratique du Congo offre toutes les opportunités existantes et à saisir dans différents secteurs. En ce qui concerne particulièrement la culture, la rumba congolaise qui vient d'être consacrée par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité sera mise à l'honneur ce soir. Sur le plan du défi environnemental, la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique, avec ses forêts tropicales du bassin du Congo, ses tourbières qui contiennent plus de 30 gigatonnes de carbone, ses réserves d'eau douce qui sont à peu près 10% des réserves mondiales. Après cette ouverture solennelle, le couple présidentiel et les hauts responsables émiratis ont visité le pavillon congolais. Après le pavillon de la République démocratique du Congo, c'est au tour des Émirats Arabes Unis de présenter leur pavillon. Les deux pays ont évoqué les domaines d'investissement notamment économiques, énergétiques et culturels. Pour rappel, le chef de l'État avait instruit au gouvernement de préparer minutieusement la participation de la République démocratique du Congo à cette exposition universelle afin d'assurer sa réussite dans un contexte mondial de compétition où chaque pays a présenté ses meilleurs atouts.
La journée nationale de la République démocratique du Congo a été sanctionnée par un grand show animé par des artistes congolais renommés et réputés comme Maître Gims, à l'instar de Joseph Roger Nyokamvula, dit Jossar Nyokalongo, Jibé Mpiana et Innocent Balomé. Ouverte le 1er octobre 2021, c'est ce 31 mars 2022 que la plus grande exposition du monde fermera ses portes. La ville d'Aqaba, une station balnéaire de la Jordanie, abrite depuis ce mercredi 23 mars un mini-sommet qu'organise le roi Abdallah II. Parmi les invités de marque figure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé à 13h à Akaba, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi via l'aéroport militaire King Hussein. À leur descente d'avion, le couple présidentiel a été accueilli par les autorités locales, représentants du souverain jordanien, dont le haut représentant de l'autorité de la zone économique spéciale, Naïef Bakit, du gouverneur d'Aqaba, Mohamed Rafaya, le directeur de service d'intelligence, le colonel Aïham Omari, ainsi que le colonel Sayed Kwatewen, directeur de la police d'Aqaba. Le programme a prévu des bilatéraux entre roi Abdallah et ses hôtes de marque. Dans la soirée, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue jordanien lors d'un dîner privé. Le souverain jordanien aura comme invité des marques venant d'Afrique, notamment outre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi et du Mozambique, ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. À la Cité de l'Union africaine, ce samedi dans la soirée, Madame la gouverneure intérimaire de la province de Lualaba est venue rendre compte au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la mission qu'il a conduite en Zambie au mois de février dernier. Fifi Masuka Saini était dépêché par le président de la République pour discuter avec les autorités zambiennes de la mise en œuvre du projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi, une route d'une importance économique capitale pour les deux pays amis. Je suis venu spécialement lui remettre le rapport sur ma mission en Zambie. Il m'avait envoyé en Zambie pour voir son homologue zambien afin de discuter sur la faisabilité de la route Kolwezi-Solwezi et la Moana du côté de la Zambie. Nous avions été bien accueillis, raison pour laquelle nous sommes venus lui donner le rapport. Ce rapport stipule que ces travaux sont d'une extrême urgence. Comme le chef lui-même nous avait dit que nous devons commencer cette route-là au plus tard le mois d'avril, et c'est ce que nous sommes venus remettre le rapport. Les instructions sont encore aujourd'hui très claires. Comme le rapport l'indique, nous allons commencer très incessamment les travaux de cette route-là. De l'économie au social, en passant par la sécurité et les infrastructures de base, la province du Lualaba fonctionne au rythme de la vision du chef de l'État qui tient au développement de toutes les entités politico-administratives. La patronne de l'exécutif provincial du Lualaba se veut plus que rassurante. La province, sur le plan financier, elle est tout à fait à l'aise. 11 mois après la mise sous état de siège de leur province, les députés provinciaux et nationaux du Nord Kivu constatent des avancées sécuritaires depuis la mutualisation des forces entre les armées congolaises et ougandaises contre les ADF. Aussi proposent-ils des mesures d'assouplissement de l'état de siège en vigueur dans leur province depuis le 6 mai 2021. Dès l'état de siège, les élus provinciaux et nationaux proposent l'instauration de l'état d'urgence avec l'administration civile. De ce fait, ils renvoient les militaires au front pour combattre l'ennemi. Ils ont fait cette proposition mercredi 23 mars au Palais du Peuple à l'occasion d'une réunion d'évaluation sécuritaire et administrative de cette province. Nous remercions tout d'abord nos collègues du caucus des députés nationaux qui ont organisé cette rencontre d'échange sur la situation que prévaut dans la province Nord Kivu. Comme vous le savez, la province Nord Kivu est en proie d'insécurité totale et
il a fallu à ce qu'on échange, nous, en tant qu'élus du peuple, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et quelles sont les propositions que nous pourrons donner aux autorités pour que notre population recouvre la paix et la quiétude. C'est à cela que nous avons échangé sur la situation sécuritaire, mais aussi sur l'état des sièges, et sur la mutualisation de forces, et la gouvernance en général. Par contre, ils demandent au chef de l'État d'abroger l'état de siège qui, à leurs yeux, a montré ses limites et qu'il instaure plutôt un état d'urgence sécuritaire. À en croire l'élu de Lubero, le nombre d'égorgements est aujourd'hui estimé à plus de 1000% qu'avant l'état de siège, sans compter des villages brûlés et près de 56 000 familles déplacées en Ouganda. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu a toujours sollicité à ce qu'il y ait une mutation de l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire pour assouplir les opérations. Mais pour aujourd'hui, comme vous le savez, il a plu au chef de l'État de faire la mutualisation du forces FARDC et PDF et les opérations évoluent bien. Les informations que nous avons eues ici, c'est qu'ils sont limités dans l'espace et nous pensons que si on élargissait leur champ d'opération, on peut carrément décharger les militaires qui restent comme des administratifs pendant que les administratifs sont là en congé. Le gouvernement a adopté le 4 mars la modification de l'ordonnance du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Cette modification consistera notamment à circonscrire l'action répressive des juridictions militaires dans les provinces sous état de siège à des infractions d'une certaine gravité. L'Assemblée provinciale de l'Ituri se réjouit, se retrouver très honorée par l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. De quoi il s'est agi? D'abord, c'était présenter les civilités. Et ensuite, c'était justement échanger autour de la situation sécuritaire de l'Ituri, notre province, une des provinces de la RDC, et également nous avons échangé sur la situation sociale de député provincial de l'Ituri dans le contexte que nous sommes en train de traverser ces jours dans notre province l'Ituri. Nous avons salué d'abord cette humilité, cette manière prompte de recevoir les députés provinciaux que nous sommes, les députés provinciaux de l'Ituri. Vraiment, l'honorable président de l'Assemblée nationale mérite tous nos remerciements pour cela. De deux, la manière dont il a adressé des orientations ou des conseils après une très bonne manière de l'écoute de ce que nous avons posé comme point d'échange, ça nous a vraiment réjouis. Pour ce qui est de l'état de siège, il a clairement dit que les chefs de l'État, les institutions générales sont vraiment impliqués pour que la paix redevienne une réalité en Ituri. Et donc, il a invité également nous, députés provinciaux, chacun de mettre sa main dans la pâte pour que effectivement l'état de siège puisse arriver à escompter les résultats attendus et que la paix redevienne. Pour ce qui était le point concernant les social, le président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo, n'a pas manqué à effectivement présenter également sa compassion par rapport à tout ce que nous avons eu à lui placer comme problème dans le cadre social des députés, mais aussi s'est dit qu'il va falloir, qu'il devra lui-même s'impliquer auprès de l'institution concernée, notamment le gouvernement de la République, pour qu'une suite favorable puisse être donnée aux problèmes que nous avons posés comme des questions d'ordre social.
Il ne se passe pas 2 jours en Ituri sans que de nouveaux exploits soient réalisés par les forces de sécurité et de défense dans la traque des auteurs de violences. 21 présumés criminels, dont des insensés des détenteurs de la maison MPSA en ville de Bunia, arrêtés par le service de sécurité et de défense avec 5 armes AK-47 et un lot important de munitions présentés au gouverneur militaire en présence du commissaire général de la police en RDC. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, certains pour violation de consignes, un groupe de receleurs, ceux-là qui aident les malfaiteurs à écouler certaines marchandises. Plusieurs biens de la population, parmi lesquels des motos récupérées par les forces de l'ordre, ont été restitués à leurs propriétaires, de quoi réjouir ces taximens. Na remercier la police pour la musala na bango basali, na remercier bango makasi. Nazaki kutu nespoir ete, mais na sutukaki komona ke bazui moto na ngai, tuka matondi ezongela bango. Une prouesse saluée par les commissaires généraux de la police en RDC, les commissaires divisionnaires principal, Dieudonné Amouli Baïgwa. Nous avons affaire à ce sont pas condamnés à un coup pour ça là. Je vais dire que le banco peut-être les membres sur le détail validé. Nous avons lié un bel avec la justice puisque la justice est vraiment libre pour faire un cas qui joue. Mais tout à fait comme un goutte qui s'appelle là va condamner comme c'est un coup pour ça. Pour rappel, 12 terroristes ADF ont été neutralisés par les forces armées le dimanche dernier lors de la conquête de 3 localités de la chefferie de Walese-Vonkoutou, dont ces rebelles et leurs supplétifs se servaient comme retranchement. En mission de supervision des opérations militaires dans les 2 provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé ce mercredi à Bunia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kasonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises, et ça, ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kasonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous les drapeaux. Il faut le dire, les missions répétitives du chef d'état-major général de FARDC en Ituri, depuis l'instauration de l'état de siège, dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ce fait restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri, conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Kachama Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements et le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, se trouvent à Kintenka, au kilomètre 614, à la hauteur du village Bouyofoué, en territoire de l'Oboudi, dans la province du Lualaba, où est survenu en date du 10 mars 2022 un accident du train marchandises immatriculé SNCC numéro 210-2 de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Cette visite de travail consiste
en l'établissement de l'état des lieux à la suite de cet accident meurtrier. Il relève des éléments préliminaires recueillis. La situation suivante. Le train marchandises sus-identifié provenait de Mweneditu à destination de Lubumbashi. En 2 têtes de locomotive, le train remorquait 14 wagons plus une voiture avec une charge de 439 tonnes. La coupure de la traction due à la surcharge est la cause présumée du déraillement. Ce déraillement a causé d'importants dégâts matériels, dont 7 wagons précipités dans les ravins. En plus des dégâts matériels, le bilan provisoire indique 73 morts et 128 personnes grièvement blessées. Prenant la mesure du désastre, le gouvernement provincial du Lualaba s'est assumé de manière responsable en assurant le transfert des blessés vers les hôpitaux spécialisés pour le traitement spécifique et la prise en charge de 102 blessés légers à l'hôpital général de référence de Lubudi par le paiement de toutes les factures de premiers soins ainsi que l'allocation d'une provision pour toute éventualité, la mise à la disposition des médecins et infirmiers, notamment des ambulances, des produits pharmaceutiques de première nécessité, des sacs mortuaires, la provision des blessés en produits vivriers, la prime de médecins, infirmiers et secouristes de Lubudi, la prise en charge de 6 enfants orphelins qui étaient accompagnés de leurs parents décédés dans cet accident. Au regard de cette situation tragique, il est impérieux qu'une enquête administrative et judiciaire de haut niveau soit diligentée dans les jours qui suivent pour déterminer les causes exactes de cet accident et établir les responsabilités. Au demeurant, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, et à celui de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, nous réitérons les condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Aussi, les efforts du gouvernement provincial du Lualaba méritent d'être salués et encouragés. Par surcroît, nous sollicitons de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le renforcement de l'assistance humanitaire aux sinistrés et membres de leur famille. Ainsi fait à Kitenta le 19 mars 2022. Je vous remercie. Grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Naza maman veuve. Banda mobali nanga kufa atikelanga salaire. Nazoka salaire na futa kanda ko tangisa kabala. Bati beton abakiseli biso fufu. Atuka nzamba pambola ye. Soko si fufu wana mama na yo siyo eleki masangu. Soko elali otiango na mambolongo na mwa pondo mai mai. Olio bimi pe na beton. Papa nzamba pambola yo kota ko liende. Oza faire papa na tongo bukula na 12h bukula na soir okomona ngala komi mukuse boy awa na kalu fungula na sepeli makasi na initiative oyo mokonzi na biso ya mboka azwi pona kotiela biso ba kantine na kati ya camp po tozaki na pasi mingi ya kolia donc tokome tokende libongo nini tout ça mais à partir ya kantine oyo esali biso vraiment elengi makasi. En tout cas, bana bazolia bien, biso tozolia bien. En tout cas, tolingi eloko yo, ekende liboso, ezonga na simate, ekende vraiment liboso po yango ndelo sunga ba policier, batia ba policier na bana ba policier. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik s'y attelle sans atermoiement. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022 d'autres produits de première nécessité comme les Saint-Char, les poulets, l'huile de table et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers. Ce mercredi 23 mars 2022, le camp est envahi par les épouses, les enfants des policiers qui sont venus chacun se procurer
un sac de farine de maïs, une véritable aubaine. Ces femmes et ces hommes sont venus saluer l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vous voyez la cantine est en train d'être ravitaillée, approvisionnée en farine de maïs. Depuis le Kalufungula, Oscar Mbal, RTNC. Chose promise, chose due, l'éclairage public est désormais une réalité sur le boulevard Lumumba au niveau de la Tchango. La première étape part du pont Matete jusqu'à Bitabe dans la municipalité de Massina. Pour le chef de l'exécutif Gentini Ngobila, ces projets s'inscrivent dans l'opération Kinbopeto est une philosophie visant à assainir et rendre la ville salubre dans tous les coins et recoins de la capitale afin de redorer Kinshasa de sa plus belle robe longtemps ternie. C'est notre programme d'éclairer la ville de Kinshasa, de réduire suffisamment les poches noires qui sont une véritable source d'insécurité. Nous faisons donc la poursuite des travaux d'éclairage public à travers la ville. D'abord l'avenue de Lumumba, dans son tronçon compris entre l'échangeur délimité. Et là, nous sommes arrêtés à Bitabe, mais on va continuer jusqu'à l'aéroport de Njili d'ici 10 jours. Et nous travaillons sur le leadership du président de la République qui n'a pas cessé de nous rabâcher les oreilles en disant: Monsieur le gouverneur, je veux que vous éclairiez l'avenue Lumumba du côté de Massina, Njili et Kimatseke. Pour rappel, ces travaux vont se poursuivre pour atteindre l'aéroport international de Njili d'ici 10 jours. La fin des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration publique a été caractérisée par la signature de l'accord des Bibois avec l'annonce des grandes résolutions. La satisfaction est là parce que nous partons d'abord de 95 $ à 120 $. Nous partons de l'hyper de 15% à 3%. Ce mercredi, pour avoir été impacté positivement par les décisions prises par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, entre autres, la mécanisation des 22 000 agents publics de l'État, les rabattements de l'impôt sur le revenu professionnel, l'hyper, des 15 à 3%, l'augmentation des salaires de base pour tous les agents publics de l'État à hauteur de 40% de ce mois d'avril, reconnaissant pour ces mesures salutaires qui matérialisent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires. Ces agents publics de l'État ont pris d'assaut le cabinet du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou ce mercredi pour manifester leur gratitude au patron de la fonction publique. Nous avons été agréablement surpris de voir comment vous avez réduit l'IPR et puis certains d'entre nous ont été bénéficiaires de la mécanisation. Par rapport à cela, nous venons par la présente vous présenter ces petits présents, gage de notre reconnaissance. Cet acte de reconnaissance des fonctionnaires a surpris le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Je suis très surpris de vous voir ici manifester, non pas pour revendiquer des droits, mais pour venir dire merci. Ça n'arrive pas tous les jours, donc ça me va droit au cœur. Au fond, ce que moi je fais, je le fais sur instruction du président de la République. Donc s'il y a quelqu'un à remercier, il faut plutôt remercier le président de la République, chef de l'État, Fachi Beton. Sous la coordination du Premier ministre, avec ce gouvernement, un programme a été élaboré et c'est ce programme qui est en train d'être exécuté. Et moi, dans mon secteur, je dois donc exécuter ces programmes sous la coordination du Premier ministre, mais suivant la vision du président de la République. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebouakalokola Mongalibana a posé plusieurs actes qui ont redonné espoir aux fonctionnaires de l'État et matérialisé la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Le
gouvernement avait été en Namibie au mois d'octobre précisément solliciter un quota de pêche pour approvisionner directement le marché, étant donné que celui-ci était soumis à une sorte de spéculation de la part des opérateurs économiques principaux du secteur qui pratiquaient une sorte de rétention de stock. Et donc l'État était dans une urgence parce que la demande est très forte en cette période-là. Il était prévu effectivement, selon les lois namibiennes, qu'au 31 décembre, ce quota vienne à expiration. Mais comme le gouvernement comptait mener cette opération sur la durée, afin d'atteindre ses objectifs, qui étaient principalement de maîtriser le circuit des importations, son Excellence, le président de la République, avait écrit à son homologue namibien pour solliciter que l'on veuille bien rapporter à l'année qui allait suivre, donc 2022, la partie de la pêche qui n'avait pas été effectuée. Le gouvernement namibien, à son retour des vacances, a examiné la question et a accordé la prorogation qui avait été sollicitée par la voie diplomatique par le gouvernement congolais. Donc c'est un manque d'information qui a peut-être ou certainement amené certains à penser que le quota a été perdu. En réalité, il ne l'était pas. Aucun sou n'a transité par le ministère de l'économie nationale. Donc ce sont des choses qui se font par la voie bancaire. Et c'est de l'argent qui a quitté le trésor public via des banques, je crois une banque commerciale choisie par le ministre compétent, c'est-à-dire celui des Finances. Et cet argent-là, avec le concours de la Banque centrale, a été directement expédié dans la banque correspondante au niveau de la Namibie. Le paiement s'est effectué comme ça. La preuve, c'est que finalement, le gouvernement namibien reconduit le même quota, c'est-à-dire 27 300 tonnes de poissons chinchards que le gouvernement congolais a le loisir de pêcher d'ici la fin de l'année. « 24 mars 1969, 24 mars 2022, cela totalise 53 ans, jour pour jour, depuis que s'était éteint le tout premier chef de l'État du Congo indépendant. Ce 24 mars 2022 a été une opportunité pour les uns et les autres d'avoir, comme on dit, une pensée pieuse pour l'ex-philosophe des formations et enseignant qui était cette figure remarquable du lot des pères de l'indépendance congolaise. Tout naturellement, peut-être aussi en vertu d'une certaine tradition ou convenance congolaise ou africaine, les Congolais rivalisent d'ardeur pour parler en bien du monsieur calme d'apparence qui était Joseph Kasavubu. L'on cite surtout avec un rien d'orgueil ou d'esprit de colibé le fait que Joseph Kasavubu remettait dans les caisses de l'État des frais qui restaient de ses missions. Soit dit au vol que cet exemple manque des mules en RDC où les perspectives égocentriques et l'avarice poussent les cadres congolais à faire de cet exemple républicain de Kasavubu le cadet de leurs préoccupations. Comme tout humain, Joseph Kasavubu n'avait pas que des qualités, des défauts, il en avait aussi. Dans son livre Congo une histoire, David Van Reyboek, écrivain belge de son état, racontant et analysant les soubresauts que le Congo a connus de 1960 à 1965, le décrit comme un jouet des conseillers belges. Le même le présente aussi, en même temps que Mobutu, les clients à la corruption de Larry Devlin, le chef de la station de la CIA à Léopoldville, qui soudoyait les politiques congolais afin que les choses se passent au Congo selon les perspectives américaines. Par ailleurs, Joseph Kasavubu s'était négativement illustré par la jalousie qu'il manifestait vis-à-vis de ses premiers ministres qui lui volaient la vedette dans l'opinion. Il a fait d'abord contre Patrice Emery Lumumba en 1960, ensuite contre Moïse Tshombe en 1965. Chaque fois, les troubles et remue-ménages qui en résultaient ont donné des précieux prétextes à la marionnette des Occidentaux que fut Mobutu de prendre le pouvoir et de faire endurer au Congo tous les mal qu'il a subis pendant ces 32 années de pouvoir. Un art que chacun de nous porte en soi, parce que tout ce que nous faisons dans la vie est poésie. Vous savez, lorsque vous vous réjouissez et que vous exprimez vos sentiments de joie, c'est de la poésie. Lorsque vous êtes en colère et que vous exprimez vos sentiments de colère, c'est de la poésie. Lorsque vous êtes attristé, vous êtes endeuillé et que vous exprimez la douleur que votre cœur ressent, c'est de la poésie. En fait, la poésie nous colle à la peau. C'est ce qui enchante notre vie, où qu'on soit et quoi qu'on fasse, je dirais. Je me rends compte qu'à l'international, les gens ont compris la valeur de la poésie. La poésie est omniprésente dans la vie des humains. Alors, ils n'ont fait que, comment dire, honorer ce que les gens portent en eux naturellement. Nous sommes avec ça partout, à tout moment, on est avec ça. On a besoin de la poésie pour enchanter nos vies, quoi. Voilà, ils n'ont fait que rendre honneur, n'est-ce pas,
aux choses naturelles que l'homme porte en lui. L'Organisation des Nations Unies a adopté une journée mondiale de l'eau depuis 1993. Elle est célébrée le 22 mars de chaque année pour lutter contre la crise d'eau partout dans le monde. L'eau, en effet, joue un rôle très positif dans la vie des humains, dans l'agriculture, l'élevage, aussi pour empêcher le réchauffement climatique. La RDC, qui est pourvue de nombreux cours d'eau, mais dont la population peine à accéder à l'eau potable, célèbre cette journée à travers l'interpellation du gouvernement qui doit s'investir pour que le pourcentage du peuple qui a accès à l'eau potable augmente et que le moyen soit donné à la Régie des eaux pour qu'elle rende disponible l'eau potable dans tous les coins du pays. Place à présent au rappel de principaux titres. Vendre une bonne image de la République démocratique du Congo, question de faire appel aux investisseurs. Tel a été l'essentiel du discours du chef de l'État à l'Expo Dubaï aux Émirats Arabes Unis, peu avant de rejoindre la Jordanie. Et puis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a lancé au cours de cette semaine finissante l'opération de l'éclairage public de la capitale RD congolaise, principalement sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Njili. Enfin, la journée internationale de la poésie a été célébrée tout au long de cette semaine, occasion pour le poète de la République démocratique du Congo de démontrer que chacun d'entre nous a l'esprit poétique en lui. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.